Hey, salut mes succulentes tartes à saveur de citrouille. Comment allez-vous? On est là aujourd'hui pour mon preview de l'UFC 275 qui aura lieu ce samedi 11 juin en direct de Singapour et qui nous offre deux title fights. Une carte correcte, honnêtement. Rien là, de vraiment débile mental. Rien qu'on va s'exciter, avoir les petits papillons dans l'estomac. Honnêtement, mon combat le plus attendu de la soirée. Puis je pense que c'est le cas pour plusieurs. Ce n'est pas le title fight. Ce n'est pas un des deux title fights, mais plutôt le rematch entre Weili Zhang et Joanna Jędrzejczyk. Mais autant c'est le combat le plus attendu de tout le monde, autant j'ai l'impression que tout le monde est comme un peu triste que ça soit juste 3 rounds. Puis honnêtement, c'est une belle carte, c'est correct. Il y a 3 gros combats, le reste, c'est whatever. Mais il y a des match-ups quand même intéressants. Une couple de match-ups que je me demande pourquoi ils ont lieu, honnêtement. Il y a des bookings un peu questionnables ici. Mais bref, ceci étant dit, on va commencer à l'instant même avec le combat principal de la soirée. Puis honnêtement, un des combats excitants sur la carte, un des combats que j'ai hâte de voir, Glover Teixeira face à Jiri Prochaska. Puis écoute, je pense pas qu'il y a personne qui s'attendait à voir Glover Teixeira en 2022, champion de l'UFC, dans sa quarantaine, le dos est vieux et plus lent que jamais, mais tabarnouche qui est tough, puis qui trouve toujours un moyen d'amener le combat au sol, puis d'arriver à ses fins, basically, c'est un des top control fighters les plus brutales dans tout l'UFC, honnêtement. Rares sont les gars que, quand ils t'amènent au sol, t'es genre, bon, je suis basically fucked, parce que le gars est excessivement lourd sur le top et positionnellement très avancé. Son jiu-jitsu est incroyable, on le sait depuis très longtemps, ça, mais c'est un gars qui est bon pour avancer ses positions, pour garder ses positions. Puis son ground and pound est absolument redoutable, force son adversaire souvent à donner son dos grâce à son ground and pound. Puis la façon dont il est capable de passer d'un takedown à la montée complète, à son ground and pound, au dos, de façon tellement méthodique. C'est juste vraiment excellent. Puis honnêtement, c'est dur de pas root pour Glover Teixeira, mais c'est aussi dur de pas root pour Jiri Prochaska parce que c'est rare en MMA qu'on a un top level weirdo. Puis c'est bien rien qu'à 205 ou à heavyweight que ça peut arriver ces affaires-là. Puis limite middleweight. Je pense que Yoel rentre peut-être dans cette catégorie-là, mais ça, c'est une discussion pour un autre jour. Mais Jiri Prochaska, c'est un weirdo. Là. Le gars, il est weird. Comment il se bat, c'est weird. Il n'y a aucun respect pour aucun de ses adversaires, que ce soit genre fucking Dominique Reyes. Ou... Tu sais, le gars est arrivé dans l'UFC, puis il a pris des tops, puis il les a battus. Puis contre Reyes, ça n'a pas été toujours facile, mais la façon dont il a tout défendu avec sa tête, puis il a fini par sortir un knockout absolument mémorable. Puis non seulement mémorable par la technique qui est sortie, mais par la violence du knockout, ce qui genre, a tendance à arriver avec Jiri Prochaska. Je vais vous l'avouer, on a ici là, en notre possession un puncher du calibre d'un Anthony Johnson, du calibre d'un Yoel Romero. Tu sais, les one-hitter quitter, c'en est un, Jiri Prochaska, mais c'est un madman aussi. Puis c'est pas quelqu'un qui a beaucoup de considération pour tout ce qui s'appelle défense. Puis honnêtement, plus que le temps avance, plus que j'ai envie de pick Glover dans ce match-up-là, parce que oui, Jiri a le one-shot power qui est littéralement la seule façon dont Glover s'est fait finir là, dans les derniers temps. C'est le gars n'est pas capable de le pogner vraiment cold dans tout début de combat. Il ne sera pas capable. Puis on l'a vu affronter des gars comme Blachowicz, le Legendary Polish Power, puis ça l'a oui, il s'est fait geler une couple de fois, mais ça ne l'a pas affecté. Le gars ne s'est pas fait finir. C'est même pas passé proche de se faire finir plus qu'il faut. Fait tu sais, j'ai de la misère un peu à. Même si Yeri a cette power-là, j'ai de la misère de voir Yeri juste arriver et décalisser Glover en 30 secondes. Mais j'ai l'impression que si ça arrive pas de même, ça va être très dur de faire ça arriver parce que Yeri Prochaska, je l'ai vu là, contre Vadim Nemkov, justement, ou contre d'autres gars, juste comme se faire allègrement takedown, puis se faire contrôler au sol, puis avoir de la misère à se relever. Puis oui, quand il se relève, il est encore frais comme une rose, puis il knock le dos de fret souvent, mais comme j'ai dit, v'là pas long, est-ce que tu te relèves quand Glover Teixeira t'amène au sol? Puis la réponse est généralement non par les temps qui courent. Donc, on dirait que plus le temps avance, plus j'ai envie de pick Glover Teixeira, mais
j'ai déjà fait un pick public sur MMA AI Projects où j'ai pick Jiří Procházka par KO au deuxième round. Donc, je vais stick à mon pick. Puis la manière que je vois ça arriver, c'est honnêtement, on s'entend qu'il y a un path à la victoire super clair là, pour Jiří Procházka. Je pense juste pas que c'est dans lui de faire ça, mais on s'entend, le gars est immensément plus grand et plus reachy, plus long que Glover Teixeira. Donc, il pourrait juste se mettre sur le reculon, puis jouer une game de matador, le faire venir à lui, toucher avec des counters, circle, comme de très bons combattants, en fait. Mais écoute, c'est Jiří Procházka. Je m'attends à ce qu'il, même s'il y a le reach advantage, ce tabarnak dans la pocket avec Glover, puis il essaie de faire whatever the fuck, puis honnêtement, j'ai pas confiance. J'ai pas confiance en Jiří dans ce style de match-up-là, mais je pense qu'il va réussir à survivre le premier round, juste parce que, non, il n'est pas vraiment bon au sol, mais il le sait. Puis il essaye de tout faire pour ne pas se mettre dans les positions merdiques. Fait que je le vois survivre le premier round puis knocker Glover au début de deuxième round. Puis c'est pas un pick confiant par tout, c'est un pick que j'ai quasiment envie de changer, mais c'est un pick que j'ai fait puis je le garde parce que je suis un gars de même. Ensuite, Valentina Shevchenko, Tyler Santos. Puis écoutez les chums, souvent à MMA, il y a des combattants ou des combattantes que vous les filez pas plus qu'il faut. Plus souvent, avec le temps, ces genres de combattants-là, ils grow on you, puis finalement, tu deviens un fan, puis tout. Puis tu sais quoi? Ça m'est arrivé plein de fois, mais ça ne m'arrive pas avec Valentina Shevchenko. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai jamais feel son style. Je n'ai jamais vraiment apprécié ses combats. Puis oui, quand elle amène ses adversaires au sol et qu'elle les crucifie à coups de coude d'en face, c'est quand même hot. Je ne vous le cacherai pas. Il y a des moments, et c'était là que je suis genre, ah, ça, c'est vraiment nice ce que Valentina a fait. Puis sa technique est incroyable dans tous les aspects des arts martiaux mixtes. C'est peut-être hommes et femmes, tout pas confondus, la number one pound for pound fighter en MMA. Là, je pense que dans la discussion, c'est elle, Usman ou Volkanovski, là, si tu veux mixer les genres, ce que personne ne fait étrangement. Ce que je trouve qui est bizarre, parce que, par exemple, le concept du pound for pound, c'est que tu enlèves les divisions puis les distinctions, puis tu dis si tout le monde est au même poids, puis tout, puis je comprends pas pourquoi il faut que tu enlèves toutes les distinctions, sauf le fait que quelqu'un est un homme ou une femme. En tout cas, ça, c'est un autre débat, mais bref. Je pense que c'est une des 3 meilleures combattantes pound for pound dans le sport, si c'est pas la meilleure. Puis, je suis pas excité pour ces combats, jamais. Puis, je ne sais pas pourquoi, parce qu'elle est bonne, puis elle fait des affaires nice, mais je suis jamais excité. Puis, je suis pas plus excité pour ce combat-là, même si je pense que ça va pas être un mauvais combat. Parce qu'honnêtement, oui, Tyler Santos, des fois, elle est sloppy, mais elle a une bonne combinaison de Muay Thai puis de takedown potable. Tu sais, c'est genre la brésilienne qui a le classique Muay Thai Jiu-Jitsu brésilien, mais qui est aussi une popée lutteuse, donc qui peut se servir de sa lutte pour changer de phase des fois dans le combat. Puis elle a juste un style quand même similaire à Jennifer Maia, puis elle aussi est quand même tough, puis elle va se battre dur pendant 25 minutes. Fait que je pense pas qu'elle va gagner pantoute, là, loin de là. Mais je pense pas non plus qu'elle va se faire nécessairement finir par Valentina. Puis je pense que c'est peut-être le genre de combat où Valentina va devoir avoir recours elle-même à plusieurs takedowns pour éviter Tyler Santos, qui est plus compétitive que prévu debout, bien que je pense pas qu'elle va gagner les échanges debout ni rien, mais bref. Je pense que Santos est un peu meilleur qu'on le pense, puis c'est pas qu'on le pense, c'est juste que personne ne la connaît parce que c'est une division un peu weird, puis si tu ramasses un title shot genre un peu random, puis oui, elle a battu des bonnes combattantes, elle a mérité son title shot dans le landscape actuel, bien que moi je pense qu'en tout moment c'est Caitlin Chukagian qui mérite un title shot, mais il n'y a personne qui veut voir ça. Mais bref, ceci étant dit, Valentina par décision, je ne sais même pas pourquoi je parle encore de ça, parce que je pourrais être en train de parler de Weili Zhang contre Joanna Jędrzejczyk. Fille qui a été longtemps là, ma combattante d'arts martiaux mixtes préférée. Puis là, je sais pas si son changement d'attitude après ses défaites. C'est sûr que c'était un peu cringe quand elle s'est mise à comme perdre, puis qu'elle agissait encore comme si elle était la championne, puis à chaque fois qu'elle perdait, c'était une robbery. Même si une fois, c'est comme fait knocker par Rose. Là. Fait que c'est ça, ce moment-là m'avait sour un peu, mais tu sais, la fille est revenue dans mes bonnes grâces avec son classique absolu. Probablement c'est mon combat préféré de toute l'histoire des arts martiaux mix. Weili Zhang, Joanna Jędrzejczyk 1, c'est un classique absolu. Puis honnêtement, je peux juste pas regarder ce rematch-là dans cette optique-là. Parce que oui, ça a été discuté en long et en large et personne n'est content de ça. C'est seulement un combat de 3 rounds. Ça aurait pu être un 5 rounds. Ils font ça, là, des combats random de 5 rounds. À Star, c'est sur les pay-per-views qui ne sont pas des title fights. Je pense que ça aurait été l'occasion parfaite. Mais ce ne sera pas le cas, malheureusement. Puis
On a aussi entendu le Johanna vraiment explicitement dire qu'elle va essayer d'avoir d'être plus technique dans ce combat-là, puis de pas juste engager dans un brawl, un all-time brawl tous les temps avec une fille qui est plus puissante qu'elle. Puis je pense que dans un combat de 3 rounds où Johanna a tendance à devenir meilleure plus le combat avance. Puis souvent, le 4 et 5e round, c'est les meilleurs rounds de Johanna dans ses combats. Puis même dans les rematchs qu'elle a perdu là, contre Rose puis contre Wiley, c'est dans les 2 derniers rounds qu'elle a réussi à rendre ça vraiment serré dans un combat qui, selon moi, après 3 rounds, c'était pas mal un clair 2-1 Wiley Jean. Donc, je m'attends à ce que Wiley gagne. Basically, c'est à quoi je m'attends. Je pense que Johanna, oui, peut essayer de rester plus technique, mais Wiley, c'est un bulldozer. On l'a vu utiliser plus de takedown. Aussi bien que Johanna est impossible à takedown, la seule personne qui a réussi, c'est Valentina. Puis c'est parce que ils sont pas dans la même division. Puis clairement, quand on les a vus une à côté de l'autre dans la cage, on comprend pourquoi ils sont pas dans la même division. Et puis, elle l'overpower vraiment. Mais je pense que s'il y a une 115 livres qui a probablement, en force physique pure, pour être comparable à une Valentina Shevchenko, je pense que c'est Wiley Jean. Donc, je pense que Wiley, elle aussi, pourrait arriver avec une approche un peu plus stratégique dans ce combat-là, puis essayer d'y aller pour beaucoup de takedowns, ce qui va donner beaucoup d'échanges de clinch, qui pourrait drôlement virer en faveur de Johanna, qui est une absolument clinch fighter ridicule, là, genre incroyable, en short range, elle est capable de placer des genoux, des coudes, des paquets de choses. Mais écoute, ce combat-là est juste fascinant, même si c'est pas un all-time classique comme le premier. Ce combat-là est fascinant, surtout que la gagnante va obtenir un title shot. Ça a été confirmé par Dana White. Puis honnêtement, on a tous vu ce que Johanna a fait avec Carla Esparza la première fois qu'ils se sont affrontés. Puis c'est quand même dur là, de regarder le match-up Esparza-Wiley Zhang puis de favoriser Carla. Donc, on est peut-être en train de crowner la unofficial, uncrowned champ de la division dans ce combat-là. De là, pourquoi ça aurait dû être 5 rounds. Mais bref, j'ai Wiley Zhang par décision ici. Ensuite, Manel Cap, Rogerio Bontorin. Puis écoutez, je ne me lancerai pas dans l'analyse des styles ici parce que tu as comme les 2 slower pace counter-strikers dans la division. Là. Il y en a comme 3 dans ceux qui ont du succès. C'est Bontorin, Cap et Tyson Nam. Mais je pense qu'on pourrait avoir un fight un peu plus slow ici. Mais Bontorin est un meilleur lutteur, je pense, que Cap. Bontorin va être un meilleur grappler que Cap. C'est quelqu'un qui est game de justement utiliser ce grappling-là dans ses combats. Mais man, c'est juste un pic de trajectoire. J'ai l'impression que Manel Cap a un peu mal commencé sa run UFC. Décision louche ici et là, on ne se le cachera pas, mais là, semble être revenu sur la bonne voie. Puis le momentum est de son côté. Puis Bontorin, dans ses 4 derniers combats, son seul win, c'est match nil. Que si c'est un top 10 fighter à flyweight, il faut que tu battes match nil. Puis, man, oui, la décision contre Royval était douteuse. Là, je ne vous le cacherai pas. J'ai peut-être même scoré ce combat-là pour Bontorin. Mais côté trajectoire, ce gars-là, récemment, je l'avais pick contre Cara France. Je pense que je l'avais pick contre Schnell, évidemment. C'est quoi son combat d'avant qui a perdu? Mais en tout cas, je me rappelle d'avoir pick Bontorin assez souvent, puis le gars, il m'a déçu, puis on dirait que Manel Cap, qui semble être sur un regain, qui semble finalement vouloir réaliser le potentiel qu'on lui avait attribué, ça me donne envie de pick Manel Cap dans ce combat-là, même si j'ai peut-être l'impression que le style match-up favorise Bontorin. Donc, mon pick va être Cap. Par KO, 2e ronde, si on veut ça le fun. Puis en parlant d'on veut ça le fun, pick purement de fun ici. Puis j'ai des raisons là, derrière ça. Je ne vais pas juste lancer ça là, de même. Mais écoute, quand je disais qu'il y avait des bookings curieux sur cette carte-là, ça, c'en est un. Puis je vois ce que l'UFC veut faire. Ce qu'ils veulent faire, c'est essayer de donner un bon win à Jack Della Maddalena contre un vétéran qui est là depuis quand même longtemps, mais qui est un esti de boring fighter qui va être sur une séquence de 2 défaites puis qui vont pouvoir cut après parce que sûrement qu'il leur coûte plus cher qu'un gars qui rentre à 12-12. Puis honnêtement, il est boring as fuck. C'est pas un combattant qui est le fun à regarder du tout, du tout. C'est un neutralisateur, le gars, ce qu'il veut, c'est soit te take down puis stall on top ou il veut te coller contre la cage. Mais j'ai l'impression que dans ses derniers combats, il a été moins efficace à faire ça. Je ne sais pas s'il essaye plus de se battre debout, que c'est vraiment dans son game plan de plus se battre debout, mais rarement le combat debout va à son avantage. Puis on dirait que quand il décide de dire oh, fuck that, ça ne marche pas, je reviens à ma game première qui est clincher, être un grinder vraiment lourd contre la cage puis au sol.
Le gars, il s'est déjà fait assez shaker debout qu'il est moins efficace puis il se fatigue plus rapidement. Ça fait qu'il devient complètement gaz de fuck out dans les derniers rounds puis il échappe des combats récemment à cause de ça. Fait qu'il y a un côté de moi qui est genre, j'ai jamais vu Jack Della Maddalena battre quelqu'un du niveau de Ramazan Emeev. Puis, on dirait que j'ai de la misère à le pick dans ce match-up-là. Mais encore une fois, trajectoire, Jack, non, il n'a pas affronté personne. Puis même son premier combat à l'UFC, il a affronté quelqu'un qui n'était pas UFC level. Il était juste là sur comme 2-3 jours de préavis, le type. Puis, Charlotte à lui d'avoir pris le fight. Mais tu sais, Jack Della Maddalena n'a pas encore affronté quelqu'un UFC level. Puis Ramazan Emeev n'est pas seulement UFC level. Et comme, tu sais, mettons que tu sépares la division welterweight en 5 tiers différentes, il est soit dans le haut de la 4e tier ou dans le bas de la 3e tier. Fait que le gars est même pas un low-level UFC fighter, c'est comme un gars de milieu de division, mais un gars de milieu de division vraiment boring que l'UFC va essayer de donner des tricky style match-up pour qu'il perde, pour qu'il puisse le cut parce qu'il coûte trop cher pour être plate de même. Puis c'est ça qu'ils veulent faire. Puis honnêtement, je ne sais pas si ça va arriver, mais je vais pick Della Maddalena ici. Tu sais pourquoi je vais faire ça? Je vais faire ça pour le fun. Parce que Chris, si Amiv gagne, ça va être plate à mort. Puis je veux pas voir ça. Puis si Jack Della Maddalena gagne, ça va être le fun parce que c'est un exciting striker. Mais de l'autre côté, le gars, il est tellement agressif qu'il va se punch in dans le clinch. Fait genre, fiez-vous pas sur moi ce pick-là, les chums. Genre, allez-y avec ce que vous pensez. Mais moi, je pick Della Maddalena parce que j'ai envie d'avoir du fun samedi soir. Ensuite, Brendan Allen, Jacob Malkoun, ça va être un bon combat. Un autre booking un peu curieux ici, parce que je pense que Malkoun est quand même bon. Réussi à surprendre dans la majorité de ses combats dans l'UFC, même ceux qui n'ont pas gagné, puis sauf lui qui s'est fait genre allumer en genre 10 secondes par Phil House là, dans ses débuts. Là. Mais tu sais, depuis, il a battu Abdulrazak Alassane au sol, puis il a réussi à overcome un bon premier round de AJ Dobson pour revenir puis gagner la victoire dans ce combat-là. Puis honnêtement, c'est un tabarnak de step-up d'y donner Brendan Allen, qui, selon moi, ce gars-là a tous les skills pour être un top 15 fighter. Il manque peut-être juste comme la toughness, la durabilité. Puis je dis pas qu'il est pas tough, c'est juste que le gars il est un peu moins physiquement doué que la majorité des top middleweight. Tu sais, les top middleweight, la différence entre les très bons middleweight et les middleweight corrects, c'est l'athlétisme. Tandis qu'ils sont des super fucking athlètes comme Jared Cannonier, comme Israel Adesanya, comme Paulo Costa. Puis t'en as d'autres qui sont juste des humains un peu plus normaux, qui sont très skilled en combat, comme un Brendan Allen, comme un Gerald Mearshart. Puis honnêtement, Jacob Malkoun est probablement dans la catégorie des gars qui sont plus skilled qu'athlétiques. Fait que tu te retrouves avec deux gars qui sont plus skilled qu'athlétiques, puis t'en as juste un qui est vraiment plus loin dans son développement que l'autre. Fait qu'honnêtement, c'est impossible pour moi de ne pas pick Brendan Allen ici. Je pense même que c'est réussi à amener ça au sol. L'affaire avec Allen, c'est qu'il est super messy, puis il a le menton super haut, puis il va manger les shots en pleine tête pour essayer ses affaires, puis des fois, ça marche pas pantoute. Mais honnêtement, je pense que c'est réussi à amener Malkoun au sol. Il y a des bonnes chances de prendre son dos et de le choquer. Donc, je vais avoir Brendan Allen soumission au 3e round si on veut une guerre. 3e round. Ensuite, un autre booking curieux, là, clairement, Sung Woo Choi et Josh Coulibaly. Puis, tu sais, quand je disais que tu as des gars qui sont plus doués qu'athlétiques, Josh Coulibaly rentre 100% là-dedans. On l'a vu contre Jourdain, le gars, surprenant ses skills. Il est juste comme physiquement pas on par avec le niveau d'athlète qui a du succès à 145 livres. Puis Sung Woo Choi, il l'est, man. Honnêtement, Sung Woo Choi, il l'est. Puis il est peut-être pas un supreme athlète dans la division. Il est certainement un meilleur athlète que Coulibaly. Il va avoir beaucoup de reach sur lui. Il va probablement même être un striker plus technique que lui. Fait que ça va être. Hey, Coulibaly, là, honnêtement, je vais élever mon chapeau s'il ne se fait pas finir ici parce que ça va vraiment être un combat difficile pour lui. J'ai Sung Woo Choi TKO round 2. Ça nous mène à un combat entre Maechaté et Steve Garcia. Man, je m'en vais sleep on Maechaté, le drette là, mais don't sleep on Maechaté, le gars. C'est fait knockdown, c'est fait brutaliser par Achilles Estremadura, qu'on connaît, là, le champion BFL, qui ont battu canadien au Contender Series. Puis malgré tout ça, il a réussi, man, à revenir, puis à gagner les 2 derniers rounds, puis à complètement épuiser Achilles avec des bonnes attaques de striking consistantes, mais quand même bien gagées, quand même bien
faite, genre, pour quelqu'un qui avait juste 5-6 combats pro. Puis c'est pour ça que je dis, don't sleep on Maïchaté. Le gars va certainement être un test pour Steve Garcia, qui honnêtement est bon. Quand même une boxe technique, même s'il est tout croche, le gars. C'est juste que ses punches sont droits, sont beaux. Tu sais, quand tu le regardes, t'es pas genre, ce gars-là, sa technique est dégueulasse. Il prend juste pas les bonnes décisions la majorité du temps. Puis ça fait qu'il se met dans des situations périlleuses, man. Mais honnêtement, c'est encore un cas ici de. Tu sais, oui, Maïchaté, il a battu Achilles, mais c'est comme littéralement son seul combat qui existe sur sa fiche. Puis, calisse, man. Ça va être dur d'arriver dans l'UFC puis battre un gars qui est expérimenté, qui se been around the block, puis qui est habitué de battre des combattants qui sont moins développés que lui, comme Steve Garcia. Fait que je vais avoir Steve Garcia par décision ici. Ça nous mène à un autre bon combat, bien booké celui-là, vraiment très bien booké. André Fiallo face à Jake Matthews. Puis je le sais que tout le monde va pick Fiallo dans ce combat-là parce que le gars, momentum, direction, est entré une défaite quand même compétitive contre Michel Pereira. Puis là, depuis, il est super actif, a 2 victoires, un gros KO contre Cameron Van Cam. Mais écoute, Jake Matthews, c'est juste pas tant un gars que tu bats comme ça. Là. Le gars est vraiment underrated. Puis c'est encore peut-être le Ramazan Emeev Curse où le gars, il a genre vraiment une bonne fiche dans l'UFC, des excellents wins. On s'entend, ses défaites, c'est contre Sean Brady, Anthony Rocco Martin, une split un peu louche contre Andrew Holbrook. Sinon, c'est Kevin Lee puis James Vick. Mais James Vick en 2015, dans le temps que James Vick était un tueur. Là. Le gars, il a battu des gars comme Johnny Case, Li Jingliang, Emil Weber-Meek, Diego Sanchez. Je ne veux pas trop mettre de weight là-dessus parce que c'était vraiment late career Diego Sanchez. Mais ça pour dire que tu n'arrives pas juste là puis tu bats Jake Matthews. Puis honnêtement, j'ai un peu peur pour André Fiallo dans ce combat-là parce que des fois, il est un peu trop. C'est un gars qui veut counter, c'est assez clair, net et précis. Puis des fois, il est trop content de laisser son adversaire mettre la pression en disant il va m'ouvrir des opportunités de le counter. Puis décidément, si ça reste debout, il va battre Jake Matthews. Parce que s'il y a une chose que Jake Matthews fait moins bien que le reste de sa game, c'est strike. C'est pas sa tasse de thé, mais contre un gars comme Fiallo qui va le laisser aller de l'avant, qui va le laisser genre mettre de la pression, puis donner des opportunités de lancer, de rentrer dans le clinch, c'est-à-dire parce qu'on s'entend, Fiallo, c'est pas un volume striker ni rien. Là. Il va essayer de te faire mal avec un gros power punch, mais c'est pas quelqu'un qui va te keep at bay avec du bon volume en reculant, loin de là. Fait que les opportunités vont être là pour Jake Matthews de, à plusieurs reprises, se retrouver dans le clinch, se retrouver dans des situations où il peut grapple avec Fiallo. Puis je pense juste que Matthews va être le meilleur grappler des deux ici. Fait qu'honnêtement, ça ne sera pas le pick populaire, mais moi, je pick Jake Matthews. Et ça nous mène par décision. Et puis, ça nous mène au Fight Pass Prelims. Rapidement, Kyung Okang, Dana Batgarel. Super fight. Un de mes fights préférés sur toute la carte. On a le Grappling Brawler contre le Brawler, le Striking Brawler. Puis, Dana Batgarel, comme la majorité des bons Striking Brawlers, réussit à gagner la majorité de ses combats parce qu'il tabarnak, je viens de la misère. Il crée un brawl. Littéralement, là, il crée des échanges, force son adversaire à venir à lui et à échanger coup pour coup. Et dans le brawl, réussit à rester plus technique que son adversaire, ce qui fait que, basically, il réussit à l'amener des bons KO shots. Puis le gars est très excitant là, en général. Puis il a un super beau left hook qui a passé à plusieurs gars. Puis c'est le gars qui va essayer de créer le KO. Puis dans le KO, va rester le plus calme des deux fighters puis réussir à counter son adversaire. Puis ça sera pas bien dur de rester plus calme que Kyung Okang, qui est un esti de madman qui a le style de combattant coréen, c'est-à-dire défendre chacun des calices de punch avec sa face en espérant pouvoir soit lancer en combinaison en retour pour punch-in dans le clinch ou juste tenter une tentative de takedown. Puis c'est pas un mauvais lutteur, puis c'est un grappler très excitant qui est vraiment submission over position. Puis honnêtement, je ne sais pas. J'ai l'impression que chacun est un mauvais match-up pour l'autre. Genre, définitivement, Kyung Okang qui court après son adversaire et qui défend tout avec sa tête, c'est des plans pour se faire sleep par le super beau left hook de Batgarel. Mais, genre, Batgarel qui force des échanges comme ça va clincher dans ce combat-là. Là. Ils vont se retrouver dans le clinch, puis Kyung Okang va avoir beaucoup de chance d'amener ça au sol. Puis,
honnêtement, je pense que si ça va au sol, il y a des bonnes chances de le soumettre parce que je pense pas que Badgarel est au niveau de grappler que Kyung Oh Kang est. Donc, je vais y aller avec l'underdog ici. Je vais aller avec Kyung Oh Kang par soumission dès le premier round. Je pense que ça va brasser. Puis les deux derniers combats, rapidement, parce que c'est des style match-ups similaires. J'adore Sylvana Gomez Juarez. Elle fait des super belles affaires debout. Elle n'est pas bonne au sol. Puis elle échappe ces combats-là. Puis Liang Na, c'est une lutteuse chinoise qui va vouloir emmener au sol. Fait que j'ai pas le choix de pick Nina ici. Puis c'est la même chose pour Jocelyn Edwards contre Ramona Pascal. Edwards s'est déjà battu à 125 à des moments dans sa carrière. Là, et plus une 135. Puis il est à 145 pour ce combat-là contre Pasquale, qui est gigantesque et qui est une grappler. Puis Edwards, autant c'est une fun striker, autant elle aussi, c'est une fille que quand elle a perdu, elle s'est fait badly out-grapple. Puis je vois pas comment elle se fait pas badly out-grapple par Pasquale ici. Donc, Ramona Pasquale. J'ai Na par décision, je vais avoir Pasquale par soumission au deuxième round ici. Puis ça va conclure mes analyses et positions pour la carte du UFC 275. J'espère que vous avez apprécié. Laissez-moi un like. Abonnez-vous si ça vous tente. Si ça vous tente pas, faites bien ce que vous voulez. Puis on se parle.